Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition de Géopolitique Tech. Aujourd'hui, nous allons parler des transitions démocratiques entamées en Europe de l'Est dès la fin de la guerre froide. Pour cela, nous avons fait appel à deux intervenants, experts dans leur domaine. Nous avons en effet l'honneur d'accueillir Abel Rothenfuss, un historien spécialiste de l'Europe de l'Est, qui se chargera de nous rappeler des faits objectifs, une analyse critique sur les transitions démocratiques entamées en Europe de l'Est dans les années 90. Bonjour Abel. Bonjour Gwendal, merci de votre invitation et c'est avec plaisir que je vais mettre mon savoir au service du plus grand nombre et je vous parlerai donc des transitions démocratiques des pays d'Europe de l'Est qui étaient sous influence communiste durant la guerre froide. On parlera ici et on définira l'Europe de l'Est comme les pays à l'Est du rideau de fer, à l'Est de l'Allemagne, l'Autriche ou encore l'Italie. Merci Abel. Puis nous avons aussi la chance d'être entouré de Enzo Puix, un sociologue qui va analyser ce même sujet sous un angle sociologique et philosophique. Bonjour Enzo. Bonjour Gwendal, je suis très heureux de pouvoir mettre les sciences que je pratique à contribution et de pouvoir prendre part au débat. Je vous présenterai entre autres les causes et les conséquences sociales ainsi que les retombées sous un point de vue philosophique de ces transitions démocratiques. Merci beaucoup Enzo et bienvenue à vous deux. Il est vrai que des questions se posent quant à la réussite des transitions démocratiques d'Europe de l'Est. Sont-elles réussies? Si oui, le sont-elles durablement? Nous commencerons par nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'une transition démocratique. Ensuite, nous verrons des exemples de transitions démocratiques réussies en Europe de l'Est, puis nous nous pencherons sur les exemples moins glorieux de transitions démocratiques dans l'Est de l'Europe. Mais tout d'abord, Abel, pouvez-vous nous éclairer sur ce qu'est une transition démocratique ? Bien sûr, de manière générale, une transition démocratique désigne un processus politique qui permet le passage d'un régime dictatorial à une démocratie. Selon les pays, elle peut prendre des formes différentes tant sur leur finalité que sur leur méthode pour y parvenir. Merci, qui vont nous aider à raisonner par la suite, mais je voudrais également avoir l'avis de Enzo. Quelles sont les motivations et les retombées sociales d'une transition démocratique, et est-ce toujours éthiquement justifiable ? Une transition démocratique est socialement animée par l'envie, voire même la nécessité collective de se démettre d'une oppression jugée insoutenable par sa population, en accédant à un régime politique plus démocratique où les individus sont plus libres et peuvent prendre part aux décisions politiques. Elle est donc philosophiquement ou éthiquement justifiable par sa noble motivation de liberté, d'égalité et de répartition du pouvoir. Cependant, on peut remettre en question les moyens utilisés pour parvenir à certaines transitions. Une transition démocratique est donc en soi justifiable, seuls les moyens sont donc reprochables à certaines. Merci Enzo. Maintenant que nous savons ce qu'est une transition démocratique, attardons-nous sur celles qui se déroulent ou se sont déroulées en Europe de l'Est après la guerre froide. Voyons d'abord un exemple de transition démocratique réussie dans cette région du monde. Est-ce qu'il y a peu d'exemples directement de transition démocratique réussies en Europe de l'Est? Réponse oui, et nous en verrons cependant une ou deux. Je voudrais tout d'abord aborder le pays où la transition démocratique est la plus mitigée des deux que nous allons étudier. Nous allons parler de la Pologne. En effet, la Pologne était dirigée par un parti conservateur nationaliste depuis 2015, mais cela a changé en décembre 2023 où Donald Tusk a été réélu après un mandat d'absence au pouvoir en tant que président du Conseil des ministres. La Pologne a dès lors eu cette envie, ce besoin de se redémocratiser, de se relibéraliser. Depuis l'arrivée récente de ce nouveau président, la Chambre des ministres, directement non soutenue par le président en place, Andrzej Duda, qui discrédite le nouveau président de la Chambre des ministres dans les journaux ou dans les chaînes publiques d'information qu'il contrôle. Il y a eu des avancées vers un pays plus libéral et démocrate. L'interdiction du mariage pour tous est remise également en question. Les populistes extrémistes sont eux chassés du pays et cela permet une plus grande liberté de pensée. Enzo, est-ce que la Pologne d'avant et d'après Tusk est-elle une réelle démocratie, avec de concrètes avancées sociales ? La Pologne d'avant a des bons côtés, même s'ils sont très limités. Elle a permis de chasser la dictature communiste, mais cela a mené à une démocratie très nuancée d'extrême droite. Mais c'est une avancée tout de même notable vers la démocratie. La Pologne de Tusk tend en effet vers une démocratie plus libérale, respectant mieux les droits de l'homme, avec notamment le respect de l'homosexualité. Le droit à l'avortement est en bonne voie pour être établi. Et, de manière générale, un pays qui se trouve dans l'Union Européenne est un pays qui a de certaines normes démocratiques ou éthiques et qu'il se doit de tenir. Mais la Pologne n'a pas que des bons côtés, n'est-ce pas ? Naturellement, Gwendal, la Pologne n'est pas toute rose. En effet, même après la chute de l'URSS et la fin des dictatures communistes en Europe de l'Est, il y a eu des lois passées à l'encontre des droits de l'homme, comme l'interdiction de l'homosexualité par exemple, le contrôle de certains médias publics tels que la télévision. Économiquement, la Pologne n'a pas non plus connu que des victoires. Par exemple, elle est très dépendante du gaz russe
russe, et à cause de la guerre en Ukraine, c'est le pays d'Europe ayant connu la plus grande augmentation du prix du gaz sur l'année 2021, car cette dernière se chiffre à près de 7%, ça devrait augmenter encore de 7% sur les prochaines années, et c'est un mauvais point pour la transition démocratique de la Pologne, car pour que cette dernière soit réussie, il faut qu'elle le soit dans tous les domaines, sociaux, culturels et évidemment économiques, et ce n'est pas le cas ici. On peut donc aisément affirmer qu'une transition démocratique a été entamée en Pologne, en Europe de l'Est, mais que cette dernière a tardé à muer vers une forme véritablement libérale à cause de l'extrême droite conservatrice et nationaliste du pays. Mais la Pologne n'est pas le seul exemple de transition démocratique entamée en Europe de l'Est et qui ont connu un succès, qu'il soit important ou non. En effet, Gwendal, la Lituanie est un autre exemple de transition démocratique réussie à l'est de l'Europe. La Lituanie, autrefois appelée République socialiste de Lituanie, appartenait à l'URSS. Bien qu'avant cela, elle était déjà une dictature. Elle était une dictature communiste durant la guerre froide. Elle a entamé une transition vers un régime démocratique et a même été admise dans l'UE le 14 mai 1993. Rappelons que pour intégrer l'Union européenne, il y a des normes très strictes en matière de démocratie et qu'il faut en être une pour prétendre être un membre à part entière de l'UE. Aujourd'hui, le président de la République lituanienne est élu au suffrage universel pour 5 ans, et cela pas plus de 2 fois. Un régime dictatorial ne peut donc s'installer, et de manière pérenne. En cela que la Pologne et la Lituanie sont des exemples de transition démocratique réussie en Europe de l'Est après l'implosion de l'URSS. Cependant, il n'y a pas que de glorieux exemples en termes de démocratie à l'Est de l'Europe. Bien, en effet, prenons l'exemple de la Hongrie. C'était autrefois une dictature communiste sous influence de l'Union soviétique. Ce pays est dirigé par son premier ministre Viktor Orban, qui peut faire autant de mandats qu'il veut, alors que le président n'a qu'un rôle symbolique et figuratif, ce qui est très moyen pour une démocratie. Le gouvernement de Orban est très conservateur et nationaliste d'extrême droite. Il a, malgré son adhésion à l'UE en 2004, fait adopter des lois très controversées qui ne vont pas du tout dans le sens de la démocratie et des droits de l'homme. Alors je n'ai pas tous les exemples en tête. Des exemples, j'en ai, car ces lois ont beaucoup fait parler d'elles à cause de leur retombée sociale. Par exemple, en 2017, une loi est passée et elle met en détention provisoire systématiquement tous les demandeurs d'asile, ce qui est un gros problème pour les droits d'asile et les droits de l'homme. L'Union européenne s'y est évidemment opposée, car cela ne va pas dans le sens des politiques sur l'immigration de l'Union européenne. Un autre exemple est la création d'un mur de barbelés entre la Hongrie et la Serbie pour empêcher l'immigration. Ces lois sur l'immigration ont de graves conséquences humaines et sont foncièrement très contestables, car elles ignorent totalement le droit d'asile et les droits de l'homme. Les LGBT sont aussi menacés dans ce pays. Malgré une tendance progressiste avant l'arrivée de Orban au pouvoir, des lois sont passées et le gouvernement est à l'origine, par exemple, d'interdiction de mariage homosexuel, ou même Orban a publiquement comparé une adoption homosexuelle à de la pédophilie. Merci pour ces précisions et ces informations sur la Hongrie. Mais la Hongrie n'est pas le seul pays d'Europe de l'Est à avoir raté sa transition démocratique, non ? En effet, la Biélorussie est un pays où la transition démocratique est plus que contestée, elle est même quasiment inexistante. C'est un des derniers régimes totalitaires d'Europe de l'Est depuis la vague de démocratisation après la chute des régimes communistes d'Europe de l'Est. Le président, alors entre gros guillemets, car il n'a de président que le nom, c'est en fait un réel dictateur, Alexandre Loukachenko, est au pouvoir depuis 1994 et sans trêve. Ça fait donc 30 ans que la Biélorussie est gouvernée par la dictature de Loukachenko. Des politiques dictatoriales répressives qui provoquent le mécontentement de la population. Le vote de 2006 est également grandement contesté car le vote n'était pas anonyme et que les opposants politiques risquent la mort. On voit donc ici très bien le problème que cela pose sur la démocratie. Les manifestations de 2020 et 2021 ont provoqué de violentes répressions de la part des forces de l'ordre, ce qui démontre une certaine oppression de la population et une interdiction de s'exprimer pour le peuple. Les élections de 2010 sont aussi contestées car les opposants sont accusés à tort de délits fiscaux et ne peuvent donc se présenter. Loukachenko n'a donc pas d'opposant politique durant ces élections. Merci Enzo et Abel, mais parlons des relations avec l'Union européenne. Quelles sont-elles ? Y a-t-il un dialogue entre l'Union européenne et la Biélorussie ? Alors depuis 1994, ce qui est donc l'arrivée au pouvoir de Loukachenko, les relations sont très tendues. En 2008, c'était mieux, elles se sont un peu détendues, mais elles se sont retendues en 2010 à cause de la très contestée élection présidentielle. Des sanctions financières ont même été prises par l'UE à l'encontre de la Biélorussie à cause de l'élection frauduleuse de 2020 ou alors de la répression persistante de la population et de l'opposition politique dans le pays.
Mais les transitions démocratiques, même si elles sont réussies, la méthode pour parvenir à cette démocratie est-elle toujours pacifique ? Alors non, mais certaines transitions démocratiques se déroulent tout de même de manière pacifique, comme par exemple celle d'Uruguay, qui s'est passée totalement dans le calme, mais ce n'est pas le cas pour toutes, hein. De nombreux exemples de transitions démocratiques non pacifiques nous viennent en tête, tels que la Révolution française de 1789, qui s'est déroulée dans le sang. La question à se poser alors est, est-ce que la fin justifie toujours les moyens ? Merci Enzo Puix pour cette conclusion. Merci à Belle Rottenfuss de nous avoir consacré du temps pour cet épisode de Géopolitique Tech, disponible en streaming. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!